finale olympique, c'est pas si stressant que ça. Oh là là, c'est pas facile. Bon, écoutez, je suis ravi. Merci beaucoup pour cet accueil. Je suis ravi de pouvoir vous partager durant ces quelques minutes qui vont suivre, eh bien, quelques brides de mon expérience, de mon parcours. Alors, je vais le faire en français. Je sais qu'il y a quelques anglophones dans la salle. I'm sorry, I don't really speak English. My English is not very good, so I need to practice a lot before. Merci beaucoup pour cet accueil. Écoutez, je suis ravi d'intervenir devant vous pour Wavestone, avec Wavestone. Et on va parler durant ce moment eh bien, de mon expérience. Donc, vous vous en doutez, pour arriver à toucher du doigt des émotions comme ça, eh bien, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'engagement, c'est beaucoup d'investissement, mais c'est avant tout de la passion. Et aujourd'hui, la passion, c'est vraiment ce qui doit nous animer dans nos projets au quotidien, que ce soit pour la famille, pour les amis, pour le travail. S'engager avec passion, c'est ce qui nous permet finalement de se découvrir des capacités de soi-même. Et c'est ça que je vais essayer bien, de vous retranscrire en ces quelques minutes. Alors je prendrai quelques minutes pour répondre à vos questions à l'issue de la conférence et sur le petit moment d'échange avec vous derrière. Donc j'espère tout d'abord que vous passez une excellente journée. Ça se voit, ça se sent. Et est-ce qu'il y a des nageurs dans la salle déjà pour voir un petit peu? Oh là, on n'est pas beaucoup. Moi, je me qualifie en ancien nageur. Il y a des sportifs? Ah, il y a un peu plus de sportifs nageurs. Bon, ça fait plaisir, ça fait du bien. C'est important de faire du sport. C'est important de faire du sport. Vous savez que dans 2 ans, on va accueillir le monde du sport en France avec les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. Et j'ai la chance de faire partie de ce mouvement pour porter les messages et les valeurs du sport. Et bien tout simplement pour qu'on puisse avoir la chance de vivre des émotions comme ça, que l'on soit acteur ou que l'on soit spectateur. Il y a cette réelle fierté d'appartenance. Donc je vais vous parler bien sûr de résilience, d'expérience de l'effort, des valeurs, les objectifs. Sans valeurs, je pense que c'est très compliqué de s'insérer dans un écosystème. Et puis pour moi, les valeurs, ça veut dire beaucoup. Je vais vous parler d'un homme qui a énormément compté dans ma vie, qui s'appelle Denis Auguin, qui a été mon entraîneur de mes 15 ans jusqu'à mes 30 ans, jusqu'à mon arrêt de carrière. Et donc voilà, je suis fier de dire que c'est ma plus longue relation aujourd'hui avec lui. Et non pas que ça se passe pas bien, au contraire, je suis très heureux dans ma vie, je suis épanoui. Mais voilà, c'est quelqu'un qui a appris à me connaître, qui m'a donné confiance en moi, et je lui dois énormément. Et puis, l'innovation, la technologie, c'est quelque chose qui est au cœur de l'ère dans laquelle on vit aujourd'hui. On est un petit peu en retard en France par rapport à ces outils numériques, par rapport à nos adversaires anglo-saxons, les Anglais, les Australiens, les Américains. Donc moi j'essaie d'implanter ces systèmes électroniques un petit peu dans la natation pour favoriser l'apprentissage, le perfectionnement et la performance. Et puis bien sûr on parlera d'équipe et puis le nerf de la guerre, bien sûr la communication. C'est très important de communiquer, de dire ce qu'on a sur le cœur pour se faire comprendre, pour travailler ensemble, pour travailler en groupe, pour travailler en équipe et pour aller toujours plus haut, plus loin et plus vite. Alors il y a quelques années, j'aurais pas osé mettre cette photo, mais là je me lâche. Là je me lâche. Alors je sais pas si vous devinez où je suis. Ah, je suis à droite, j'ai pas beaucoup changé. Donc oui, je suis à droite, hein, voilà. Jeune gamin de à cet âge-là, je dois avoir 10-11 ans. Je suis dans mon club de natation à Aubagne, à côté de Marseille, d'où cet accent qui chante un petit peu. Je sais pas si en anglais on peut reproduire l'accent, mais ce sera peut-être plus facile. Et puis voilà, je me suis pris de passion pour ce sport qui est la natation. Alors je voulais jouer au foot quand j'étais plus jeune, mais j'aimais pas trop courir. Et je voulais être gardien de foot, et gardien de but au foot. Et puis mes parents m'ont incité à apprendre à nager, comme le faisaient mes 2 grandes sœurs. On habitait à côté d'une piscine tournesol, vous savez, ces fameuses piscines en forme de soucoupe volante. Et finalement, c'était quelque chose d'essentiel pour moi d'apprendre à nager, pour mes parents surtout d'être en sécurité dans l'eau. Et ça fait partie de mes combats et de ma reconversion aujourd'hui, de mettre en exergue finalement mes compétences et tout ce que j'ai pu apprendre sur le sport et la natation pour développer un maximum d'infrastructures un peu partout sur le territoire et pour lutter face à une recrudescence des noyades. Donc ça fait partie de mon engagement citoyen, j'ai envie de dire. Alors pourquoi j'ai choisi la natation, ou c'est la natation qui m'a choisi? Je ne saurais pas dire si c'est l'un ou l'autre. C'est que c'est un sport équitable. Moi, quand j'étais jeune, ado, jusqu'à presque l'âge adulte, j'étais quelqu'un qui n'avait pas confiance en moi. Si on m'avait dit qu'à cet âge-là, quelques années plus tard, je prendrais un micro et je parlerais devant 400 personnes, je ne l'aurais jamais cru. Même là, aujourd'hui, je ne le crois pas. Mais je le fais et je l'assume et j'en suis très fier. C'est un sport équitable, c'est un sport où on n'est pas soumis à un jugement humain en dépendant de phénomènes météo. La piscine fait la même longueur pour tout le monde, l'eau est à la même température, donc pour moi je me suis dit si j'ai une ligne, j'ai une chance de m'exprimer
Et finalement, c'est ce que j'ai essayé de trouver à travers ce sport, c'est de m'exprimer eh bien pour m'épanouir, pour grandir, pour m'assumer physiquement, m'assumer psychologiquement et avoir confiance en moi. Ça, c'est quelque chose de fondamental aujourd'hui. Quand on a confiance en soi, on est capable de prendre des risques dans tout ce que l'on entreprend, et quand on prend des risques, on se découvre soi-même. Donc bien sûr, ça m'a apporté un développement personnel où j'en suis très fier aujourd'hui. Je suis devenu celui que j'ai toujours rêvé être quand j'étais plus jeune. Et je pense que c'est grâce à ce sport et pas forcément aux coupes, aux médailles, aux records. Bien sûr, c'est quelque chose de gratifiant, mais c'est une aventure extraordinaire de vivre de son sport. Donc aujourd'hui, j'ai 39 ans. Je vous l'ai dit, je suis né à Aubagne, à côté de Marseille. J'apprends à nager à partir de l'âge de 4-5 ans. Et je fais mes premiers entraînements à partir de 7-8 ans, vraiment des entraînements réguliers. Et à l'âge de 15 ans, je vais changer de rythme radicalement. Je vais passer de 5 entraînements par semaine à 11 entraînements de 2 heures par semaine. 11 fois 2 heures de natation par semaine. Donc j'habite à 20-30 minutes du lieu d'entraînement qui est le Cercle des Nageurs de Marseille, où je décide de rejoindre le club pour concilier finalement mes études et le sport de haut niveau. Il faut savoir qu'il y a encore quelques années, c'était très compliqué, et aujourd'hui aussi, de concilier des études et des sports de haut niveau. Et c'est grâce à cet écosystème que je vais découvrir, toucher du doigt un petit peu le haut niveau et tout ce que ça exige. Quelques années plus tard, en 2006, j'aurai 23 ans, on est à 2 ans des Jeux Olympiques de Pékin, je vais suivre mon entraîneur qui quitte le Cercle des Nageurs de Marseille. Il va au Cercle des Nageurs d'Antibes, et donc c'est là où je vais le suivre et terminer ma carrière au Cercle des Nageurs d'Antibes, où je suis encore et toujours actif dans le club, parce que je suis resté bénévole et j'essaie de développer un réseau de partenaires pour les jeunes et les futures jeunes générations de nageuses et de nageurs. Depuis 2012, je suis consultant sportif, donc je commente des courses pour des chaînes dans les médias, et j'interviens en conférence comme je le fais aujourd'hui devant vous pour partager un petit peu mon expérience, ma passion, et vous dire que finalement, dans la vie, on peut vraiment se surprendre. Et je pense être l'exemple même de quelqu'un qui s'est surpris à travers ce parcours. Certes exigeant, mais ô combien passionnant. Voici le rythme de travail, par exemple, quand j'ai 15 ans. Voilà, du jour au lendemain, je me réveille à 5h30, je vais m'entraîner sur le premier entraînement de la journée en cours, le deuxième entraînement le soir, une séance de musculation juste avant. Je rentre à la maison, et puis bien sûr, il y a quelque chose qui va en pâtir un petit peu, c'est le petit truc en bas là, c'est les devoirs à faire pour le lendemain. Je suis pas très scolaire, et bien sûr, je vais en pâtir, donc je vais pas bien travailler à l'école, je vais avoir de mauvaises notes, et quand je vais avoir de mauvaises notes, je vais avoir encore moins envie de travailler, et je vais redoubler 2 fois jusqu'au baccalauréat. Je vais passer mon bac scientifique avec 2 ans de retard, et ça, j'en suis pas fier, mais ça fait partie de mon parcours et ça fait partie de mon histoire. Alors j'aime bien les petites anecdotes et les petites citations. J'aurais pu en choisir des dizaines, mais je pense que celle-là, elle résume à peu près bien la prise de risque. En fait, c'est ce qui permet de nous découvrir, comme je vous l'ai dit. Si vous pensez que l'aventure est dangereuse, essayez la routine, elle est mortelle. Et moi, c'est ce que j'ai aimé dans ce sport, c'est que ça pouvait paraître quand même relativement routinier, de s'entraîner le matin, de s'entraîner le soir, le surlendemain, etc. D'avoir très peu de vacances dans l'année, mais de partir à l'aventure, et grâce avec un niveau de performance, et bien au début, aller faire des petites compétitions à l'autre bout du département, à l'autre bout de la région, et quelques années plus tard, aller faire des compétitions avec le bonnet d'équipe de France à l'autre bout du monde. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire qui m'a permis finalement de voyager, de rencontrer beaucoup de monde, de cultures différentes, de m'inspirer finalement de cette richesse qui nous entoure, qui est inépuisable. C'est les expériences des uns et des autres. On a toutes et tous un parcours qui est extrêmement singulier. Moi, je veux juste vous demander d'être curieuse, d'être curieux, de jamais vous résigner sur ce que vous savez faire à un instant T, et de toujours vous remettre en question pour essayer de faire mieux. Aujourd'hui, on a réussi à faire quelque chose, c'est très bien. Qu'est-ce que je peux faire pour demain être quelqu'un de meilleur, être quelqu'un de plus performant, être quelqu'un de plus épanoui? Et quoi de mieux que le sport finalement pour mesurer et quantifier finalement ses efforts? Un sport chronométrique comme la natation, je savais que quand je nageais 1 minute 10, je rêvais de faire 1 minute 5 et puis 1 minute. Et un jour, je nageais 48 secondes, et puis le record du monde était à 47,84, et j'ai battu le record du monde. Et malgré avoir battu le record du monde, je sentais qu'il y avait encore des petites choses à améliorer, et j'ai pu continuer encore et toujours à progresser comme ça. Là, mon âge a eu raison un petit peu de cette progression au bout d'un moment.
Et je suis devenu le nageur le plus rapide du monde. J'ai battu 5 records du monde dans ma carrière et j'ai été le premier à nager moins de 47 secondes. Et encore une fois, si je reprends l'image d'avant, merci. Mais si on m'avait dit ça quelques années plus tôt, je ne l'aurais jamais cru. Et c'est ça qui est bien dans le sport, c'est que c'est quelque chose qui est très quantifiable. Donc finalement, j'ai trouvé ce logo et je trouvais que c'est pas mal. Une fois qu'on a la bonne alchimie, on sait un petit peu ce qu'on veut faire, où est-ce qu'on veut aller et la manière dont on veut y aller et le chemin à emprunter. Finalement, il y a beaucoup de choses qui deviennent de plus en plus simples, évidentes, malgré la difficulté de la tâche. Je ne dis pas quelque chose de simple dans la facilité, dans le mode j'attends, ça va arriver, ça va se passer. Non, c'est le mode fluide. Je veux réaliser quelque chose, je veux réaliser un mouvement en nageant. Eh bien, je sais que j'ai mes chakras qui sont libérés et entre l'intention et la réalisation du mouvement, il y a très peu de déperdition. Et ça, on est capable d'atteindre finalement ce niveau de, je ne peux pas dire de perfection, mais d'exigence avec soi-même et de réalisation quand on est totalement serein. On est serein dans son entourage, on est serein dans son travail, on est serein dans tout ce que l'on entreprend. Et encore une fois, même si c'est difficile, ça passe tout seul. Donc l'excellence, la rigueur, le travail en équipe. La natation, c'est un sport individuel, je vais y venir juste après, mais on n'est jamais seul dans l'eau. On a notre entraîneur qui est sur le côté, on a nos collègues à l'entraînement, on a des collègues qui sont plus grands, plus petits, plus costauds, des garçons, des filles, des ambitions différentes, mais on a toutes et tous le même objectif, c'est qu'à la fin de l'année, il faut qu'on fasse mieux que ce qu'on fait au début d'année. Et ça, c'est quelque chose qui m'a fait du bien. Donc, déjà pour définir les objectifs, je pense que c'est important, et là je vais prendre beaucoup en exemple Denis Auguin, mon entraîneur, qui a su me faire prendre conscience de mes capacités, comme je l'ai dit. Je pense qu'il a été, conscient sur mes capacités avant même que moi je ne réalise. Moi, quand j'arrive et que je le rencontre, j'ai 15 ans, j'arrive pas à mettre un bras devant l'autre dans l'eau, et il me dit quelques années plus tard que je peux être l'un des meilleurs nageurs au monde. En fait, j'ai deux options, soit je lui ris au nez, soit je lui dis, bon ben, ok, on y va, on avance et on tente le coup et on verra bien. Si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, c'est pas grave, on aura appris. Et donc c'est très important d'avoir cette pédagogie d'accompagnement, d'écoute. Au-delà des compétences techniques, des connaissances qu'il peut avoir, je pense que c'est la considération qui va m'aider à m'engager dans ce projet. C'est quelqu'un qui est très pragmatique et qui essayait de valoriser les nageuses et les nageurs qui étaient très réguliers, qui s'engageaient au quotidien, plutôt que certains de mes copains qui étaient parfois très doués, très forts, mais assez laxistes. Et finalement, il attachait plus d'importance à celle ou celui qui était investi que celle ou celui qui était plus performant le week-end de la compétition. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de très valorisant. On peut avoir des facilités, des capacités, mais ça ne fait pas tout. Un jour, tôt ou tard, on est rattrapé si on a bien fait le travail ou si on ne l'a pas bien fait. Et ça, dans la vie, ça arrive tôt ou tard. Et pour pouvoir durer dans le temps, il faut être capable de se fixer ses objectifs à court, moyen et long terme. Qu'est-ce que je veux faire dans 4 ans? Dans 4 ans, je rêve de faire les Jeux Olympiques. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver? Dans 2 ans, il faut faire ça. Dans 1 mois, il faut faire ça. Ce matin, cet après-midi, il faut que je sois concentré sur telle ou telle chose. Et donc, j'ai voulu prendre en illustration un tableau qui m'a fait. Alors, c'est assez archaïque, on est très loin de la technologie 2.0. On est malgré tout en 2006. Je viens de battre le record de France à ce moment-là, en 2007. Je suis le deuxième nageur le plus rapide au monde. Je nage 48,12 sur le 100 mètres nage libre. On est au mois de juin. Et au mois de la rentrée suivante, en septembre-octobre, je gamberge, je réfléchis, je me dis mais comment est-ce que je vais faire pour aller plus vite? Comment est-ce que je peux faire concrètement pour aller plus vite? Je m'entraîne déjà 2 fois par jour depuis des années. Par quoi je peux passer pour être encore plus pointilleux? Et en fait, la bonne idée qu'il a eue, c'est qu'il a pris la course du recordman du monde de l'époque et mon meilleur chrono à moi, donc 47,84, 48,12. Vous imaginez 3 dixièmes d'écart qui me séparent du record du monde. Et en fait, il va retranscrire la course du recordman du monde et la mienne en dessous à travers un tableau qui est quasiment illisible, et c'est le but. Mais ce que j'ai trouvé génial dans sa démarche, vous voyez, il a collé 3 feuilles à 4 en fait, et il a pris le temps et les vitesses, il a décortiqué tous les 5 mètres, l'indice de nage, c'est-à-dire la vitesse de déplacement, la fréquence, le nombre de respirations, la distance de la coulée. En fait, tout ça pour arriver à une conclusion que ce qui me séparait du record du monde à ce moment-là,
eh bien c'était 1 cm par mouvement. Il me dit, Alain, si tu es capable de refaire la même course que tu as fait en 48-12, mais que tu es capable de gratter un petit centimètre devant, un petit centimètre derrière, à chaque mouvement, et que tu répètes ça, eh bien tu as toutes tes chances de battre le record du monde. Et donc là, c'est devenu une obsession, ce petit centimètre. Je lui dis, bah, écoute, on va pas travailler pour 1 centimètre, on va essayer de travailler pour 3. Au pire, il en restera 1,5 dans la déperdition. Et quelques mois plus tard, eh bien, c'est là où je bats le record du monde de Peter Van den Hoogenband dans sa piscine, chez lui, au championnat d'Europe à Eindhoven en 2008. Je nage 47,60 et le surlendemain, je nage 47,50. Et là, je me dis, c'est vraiment un génie, il me connaît par cœur. Ça fait à ce moment-là, donc ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble. Et là, je sais qu'on est vraiment sur la bonne voie. Donc, cette capacité d'engagement, je pense qu'elle est capable à partir du moment où l'on comprend ce que l'on fait. Pourquoi on l'en fait, pourquoi est-ce qu'on fait comme ça et pas autrement, et où on a cette fameuse sérénité de s'engager au quotidien. Et encore une fois, avec cette passion, on peut travailler sans limite. C'est pas un sport comme dans beaucoup de domaines professionnels aussi. On rentre pas à la maison, on ferme le truc, on dit allez c'est bon, je passe à autre chose et je reprends demain. C'est des choses qui me gambergent. Quand je réussis un entraînement, j'en suis fier, mais je me dis ça j'aurais pu faire mieux. Sur un entraînement de 6-7 km, il y a forcément de la déperdition, il y a forcément des moments d'égarement où je n'étais pas efficace, où je n'étais pas pleinement conscient de ce que je faisais à l'instant T. Et donc ça me gambergeait, je me réveillais des fois au milieu de la nuit en me disant oh, t'as pas été bon là-dessus, qu'est-ce que tu peux faire pour être meilleur? C'est quelque chose qui m'habite H24 en fait, ce parcours, ces objectifs en fait ça m'habite tout le temps. Et donc un jour il m'a dit mais Alain, ce qui est très important c'est qu'il faut que tu fasses la plus grande quantité de qualité. Tes adversaires ils font 99% du travail, tout le monde le fait. Tout le monde est capable de s'entraîner 2 fois par jour à l'autre bout du monde, etc. Le petit pourcent où toi tu vas rester concentré, où tu vas être fatigué, où tu vas avoir des crampes, où tu vas être au bout de toi, eh bien c'est là où il faut justement faire attention et redoubler d'efforts pour transformer finalement tout ce travail au quotidien. Donc à travers cet engagement, je pense qu'il y a quelque chose de très important, c'est un socle de valeurs. Je l'ai dit en introduction, là où on a accroché tout d'abord avec mon entraîneur, c'est qu'on a adhéré sur des valeurs. Il n'a pas vu en moi tout de suite le futur champion olympique arriver à 15 ans, mesurer 1m85 et 70 kg, et il a dû se dire waouh, il y a du travail. Eh bien, oui, il y a eu du travail, mais je pense qu'on a adhéré sur des valeurs, ces valeurs, je vous ai dit tout à l'heure, de considération, ces valeurs de groupe, ces valeurs d'équipe, ces valeurs d'accompagnement et d'entraide. C'est quelque chose qui est fondamental pour avancer ensemble, sereinement. Donc j'ai mis susciter l'adhésion sans renoncer à l'exigence, c'est-à-dire faire en sorte que le groupe entier évolue dans la même direction. Peut-être pas à la même vitesse, comme je vous l'ai dit, il y en a qui sont plus ou moins doués, il y en a qui arrivent à faire des choses plus ou moins rapidement que d'autres. Et j'ai été longtemps envieux finalement de voir des adversaires qui étaient déjà en équipe de France. Moi je n'y étais pas, et je me disais mais qu'est-ce qu'ils ont de plus que moi quoi. Ils ont une tête, ils ont 2 jambes, ils ont 2 bras, ils savent juste mieux s'en servir que moi. Donc à moi de travailler pour être aussi performant qu'eux. Donc ce socle de valeur, il est vraiment fondamental. La natation, c'est un sport individuel, mais en équipe, on est toujours plus fort. Et en équipe, on travaille au quotidien. Alors il y a 2 formats d'équipe. Je vais décomposer l'équipe, ma vision de l'équipe en club, où il y a beaucoup de guerres de clans. Il n'y a pas que l'OM PSG au foot, ça existe dans tous les sports et dans tous les clubs. Bon, même si l'Olympique de Marseille, c'est la première équipe à avoir gagné la Coupe d'Europe. Je dis ça comme ça. Ah, il y a des Marseillais, ça c'est bon. Il fallait à tout prix que je la place. À jamais les premiers. La natation, ça reste quand même un sport collectif au quotidien. Voilà, comme le jour de notre course, on arrive, on est tout seul derrière la ligne d'eau et dans notre ligne d'eau. Je pense qu'on n'est pas capable de s'exprimer si on n'a pas travaillé en équipe au quotidien parce que, comme toutes et tous, il y a des jours où on a envie, il y a des jours où on est bon, des jours où on est moins bon, des jours où on n'a pas envie. Et c'est humain, et c'est normal. Le plus important, c'est que ces moments où l'on n'a pas envie, il faut qu'ils soient le plus rares possible, parce que sinon on rentre dans une spirale un petit peu négative et on va chercher un objectif qui est quasiment inatteignable. Donc travailler avec passion et engagement, encore une fois, c'est quelque chose qui nous permet de nous porter. Et le jour où on est moins bien, eh bien on est content d'avoir nos collègues à côté qui disent allez, lâche rien, il reste quelques
longueur, on s'accroche, c'est dur, ça fait mal aux bras, ça fait mal aux jambes, on a des crampes, on est fatigué, mais c'est pas grave, on va au bout. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est très important pour être porté. Donc voilà, j'ai mis plein de mots-clés, notamment l'équipe de France, par exemple, les relais en équipe de France. En fait, on fait une finale au championnat de France, qui est la seule compétition qualificative pour l'échéance majeure de l'année, que ce soit un championnat d'Europe, un championnat du monde ou des Jeux Olympiques. On fait la finale du 100 mètres, et puis les 4 premiers, on nous dit bon c'est bien, maintenant vous 4, vous êtes les meilleurs amis du monde, et puis vous allez mettre le bonnet de l'équipe de France sur la tête et vous allez représenter la France. Sauf qu'il y a énormément d'adversité dans les clubs. Donc là c'est important, voilà, déjà de se mettre un petit peu en retrait. Je fais une course du 100 mètres nagé, je vous dis qu'il y a un petit peu de testostérone quand même là dans ce milieu. Quand on est dans une chambre d'appel, une petite salle qui mesure à peu près 20 mètres carrés, 2 mètres de hauteur sous plafond, et qu'on arrive dans une enceinte d'une piscine de 5, 6, 10 000 ou voire 15 000 places, eh bien c'est un peu comme là, juste avant de passer derrière le rideau, quoi. On est là, on se regarde en chien de faïence, et après on est prêt à en découdre. Mais c'est ça qui est excitant aussi dans ce projet. C'est ça qui est excitant, cette émulation, cette envie de faire mieux que l'autre, que son coéquipier. Donc créer du lien, être au service des autres, ça je pense que c'est important quand on a acquis des compétences, quand on a un certain savoir-faire. On sait qu'un jour on a été un bleu en fait, on a été tout nouveau dans un truc, dans un écosystème, et on a été content, je pense, d'avoir un ou deux repères qui nous a tendu la main, qui nous a accompagnés, qui nous a rassurés, qui nous a donné quelques conseils. Et quand on devient l'un des cadres de cet environnement, je pense qu'il ne faut pas négliger les jeunes qui arrivent et être capable de les prendre par la main, de les écouter, pas faire le travail à leur place, mais les mettre sur le bon chemin. Ça, je pense que c'est quelque chose de fondamental, et c'est pas uniquement dans le sport, c'est dans la vie de tous les jours et dans l'entreprise en particulier. Le fait de partager des moments ensemble lors d'un contexte de travail, de sport, c'est là aussi où on apprend à se découvrir finalement les uns les autres. Et ça, c'est ça qui permet aussi de souder une équipe et de se découvrir les uns les autres. Donc, deux visions de l'équipe, le côté club, je vous l'ai dit, natation, sport individuel, on travaille tous les jours en équipe, en groupe. Quand on va dans un club, on choisit son endroit, son environnement, on choisit son entraîneur, on a nos certains repères, on évolue là-dedans au quotidien. Quand on arrive en équipe de France, on doit mettre un petit peu de côté nos égos, notre caractère au service de l'équipe, au service de la performance collective, parce qu'il va y avoir un nageur, une nageuse qui va être plus forte ou plus fort sur le départ ou sur le virage ou sur la coulée. Et donc, ce qui est très important, c'est de s'accorder par exemple sur les ordres du relais, qui part premier, qui part dernier, qui part au milieu, qui est fort pour nager dans les vagues, dans le remous, qui est moins à l'aise avec ça. Donc se dire les choses avec franchise pour avoir un bon ordre où chacun se dit ma place c'est celle-là, j'étais peut-être pas d'accord, mais le fait d'avoir exprimé finalement mon inquiétude, on a pris cette décision, j'accepte cette décision et je ne vais pas y revenir. Le fait de se fier à ses habitudes et improviser son environnement, c'est quelque chose d'important aussi quand on arrive dans un endroit que l'on ne connaît pas. Moi, ma petite routine, c'était d'arriver dans une piscine, de m'asseoir pendant 10-15 minutes, de regarder un petit peu l'ambiance, l'atmosphère, essayer de m'approprier un petit peu l'espace, le lieu, pour me sentir à l'aise. Je ne pouvais pas arriver sur une compétition et découvrir le bassin ou les dédales de couloirs en fait, entre le bassin de compétition et le bassin de récupération et d'échauffement. J'aurais été perdu, j'avais besoin de bien connaître cet environnement pour être à l'aise tout simplement. Et puis, quand on est en adversité, je vous l'ai dit, on a envie de faire mieux que son collègue en fait. Lui, il a nagé 47-50, et moi j'ai envie de nager 47-40, 47-30. Et quand lui, il part très vite, moi j'ai envie de partir encore plus vite. Moi je veux être le plus fort du relais, et c'est comme ça qu'un relais finalement se sublime. Alors vous pouvez imaginer, là par exemple, j'ai mis dans une seule et même équipe d'un relais 4 x 100 mètres, le nombre de clubs différents d'où on était issus. Que ce soit Fabien Gillot, Frédéric Bousquier au Cercle des Nageurs de Marseille, à Maury-le-Vaux à Mulhouse, à Nice on avait Clément Lefer, Yannick Agnel, à Amiens Jérémy Stravus. Donc en fait on est adversaires toute l'année, et là en fait on doit faire une seule et même équipe. Donc je vous laisse un petit peu imaginer la préparation que cela demande, parce qu'on s'entraîne chacune et chacun avec nos entraîneurs respectifs dans nos clubs respectifs, et on se retrouve, on va dire 10 jours, 12 jours avant la grosse compétition de l'année, où là en fait on va juste travailler les relais les uns les autres,
et on va pas s'entraîner avec le seul et même entraîneur. Donc c'est la petite particularité de ce travail en équipe. Donc dans tout ça, vous imaginez qu'il y a quand même un petit peu besoin de résilience quand même. Et c'est un peu dans l'air du temps. La résilience, quand on est revenu après le Covid, en étant à la maison, en étant derrière des écrans interposés, il nous manquait ce lien social, il nous manquait cette interaction, cette interactivité entre nous. Et aujourd'hui, quand il faut reprendre une routine, ça nécessite une adaptation, une adaptabilité que l'on a laissé un petit peu de côté pendant ce moment-là. Alors en natation, on voit pas beaucoup de paysages, on dit qu'on compte souvent les carreaux, et c'est le cas. Et, euh, et on ne peut pas écouter de la musique, on ne peut pas parler, et en fait on se parle à soi-même. Combien de fois je me suis parlé, je me suis inventé des histoires, je me suis raconté des anecdotes, etc. Et au moment où je raconte ça, je me dis mais non, mais là c'est pas bien, si tu penses à autre chose, ça veut dire que tu n'es pas en train de penser à ce que tu fais. Donc il y a un vrai travail d'introspection en fait dans tout ce cheminement. Et voilà, on a tous et tous en nous cette petite voix qui nous dit allez fais ça, allez vas-y tu vas y arriver, allez t'es sur le bon chemin. Est-ce que tu es sûr d'avoir fait le bon choix? Est-ce que tu es sûr d'avoir pris la bonne décision? Je pense qu'on a toutes et tous cette petite voix. Il faut l'écouter, mais pas trop quand même. Je pense qu'il faut avancer et ne pas écouter que cette petite voix, écouter son environnement aussi. Je vous l'ai dit, il y a des jours, on a plus envie que d'autres, des phases de fluctuation, des phases de motivation. Un jour c'est super, c'est génial, le lendemain j'arriverai jamais. 2 mois avant les Jeux Olympiques, je me retrouvais tout seul au bout du bassin, accoudé au bord de la piscine en me disant mais c'est un défi bien trop grand, je n'y arriverai jamais, j'aurai trop de pression, j'ai trop d'enjeux. Je revenais le lendemain matin, j'avais l'impression qu'il ne s'était rien passé. Et donc en fait le but c'est d'avancer, voilà, jour après jour, tâche après tâche, de se dire j'avance, c'est bien, ce n'est pas bien, qu'est-ce que je peux corriger? Ça je pense que c'est quelque chose de fondamental. Et puis la persévérance. Alors j'ai voulu prendre comment dire, un exemple en fait en illustration de cette persévérance. On est en 2004, j'ai 20 ans, je vais me passer mon bac avec 2 ans de retard. Et je vends le concept à mes parents de prendre une année sabbatique pour essayer de me qualifier aux Jeux Olympiques. Donc vous voyez, j'étais pas trop en situation de négociation quand même. Je passe mon bac avec 2 ans de retard. Je leur dis, je veux essayer de me qualifier au jeu, mais pour mettre toutes les chances de mon côté, je vais vraiment prendre une année sabbatique pour avoir du temps de repos et de récupération entre mes 2 entraînements quotidiens. Parce que la récupération fait vraiment partie tenante d'un projet sportif. On ne peut pas s'entraîner 2 heures le matin, courir à gauche, à droite et revenir le soir et être pleinement disponible. Et c'est ça qui est très compliqué justement d'allier les deux entre son projet sportif et son projet scolaire et professionnel plus tard. Donc en fait on est en 2004, mes parents me disent ok pour cette année sabbatique, mais par contre on n'a pas les moyens ni de te payer un appartement ou quoi que ce soit, donc en fait je vais travailler, je vais surveiller, je vais devenir maître nageur. Et entre les entraînements du matin et du soir, je vais, durant cette année-là, surveiller la piscine et puis passer mon diplôme d'entraîneur pour assurer le coup, quoi qu'il arrive derrière, que je me qualifie ou non aux Jeux Olympiques d'Athènes, et bien que j'ai une cartouche de rechange. Et le fait d'avoir cette petite porte de sortie, finalement, c'est quelque chose qui va me réconforter dans mon parcours au quotidien. Et puis, 2-3 mois avant la qualification olympique, je me sens très fatigué dans l'eau. Je sens que ça ne répond pas. J'ai beau avoir toute l'intention du monde. Pour les quelques nageurs qui sont dans la salle, je vais donner quelques chronos. Pour les autres, je vais essayer de vous parler en termes d'implication, ce que ça peut engendrer. Mais pour un effort fourni, où j'ai l'impression de nager entre 1 minute 2, 1 minute 4 sur un 100 mètres, nage libre, eh bien je nage entre 1,12 et 1,15. Donc au lieu d'être 2-3 mètres devant mes copains à l'entraînement, je suis 5-6 mètres derrière. Donc quand vous avez pour ambition de vous qualifier aux Jeux Olympiques et que vous n'êtes même pas devant vos collègues d'entraînement, là vous vous dites c'est mal barré. Et donc j'en discute avec mon entraîneur. Il me dit bon bah écoute, on va faire une prise de sang, on va faire des examens un petit peu plus poussés. Et puis là le diagnostic tombe, en fait je chope un virus qui s'appelle la toxoplasmose et une mononucléose par-dessus. Donc autant dire que là je suis rincé, je suis ramassé, je vois mon rêve olympique s'envoler comme si il n'avait jamais existé. Et on est à moins de 3 mois des Jeux de la qualification. Et donc, on arrive sur ces fameux championnats de France qualificatifs. Et puis, mon entraîneur, il me dit écoute, le plus important, c'est qu'entre maintenant et les 2-3 mois qui nous séparent, il ne faut pas que tu regardes si tu es 2 mètres devant, 4 mètres derrière, si tu nages une 4, si tu nages une 15. On s'en fout. Le plus important, c'est de fournir l'effort. Et ça, c'est quelque chose qui va me rester tout le restant de ma carrière. C'est que cet effort-là, finalement, je suis le seul à le jauger, je suis le seul à le quantifier.
Et il n'y a que moi qui en suis conscient. Et c'est pas mon entraîneur avec son chrono au bord du bassin qui va me dire là c'est bien, tu as assez forcé ou là tu n'as pas assez forcé. C'est vraiment une notion de responsabilisation. Et donc on arrive sur ces championnats de France, je me qualifie des séries en finale. En finale, il y a 8 lignes. Il faut toucher parmi les 6 premiers pour espérer rentrer dans le relais 4 fois 100 mètres avec 2 remplaçants. Donc titulaire les 4 premiers, 5e, 6e remplaçant. Je pars à fond comme à mon habitude, les derniers moments, les derniers mètres, je m'effondre. J'ai l'impression qu'il y a la piscine qui se vide littéralement sous moi, j'ai un trou noir, je touche le mur, et là je vois que je suis 7e à 17 centièmes de seconde du 6e. Donc là mon rêve olympique il vient de s'envoler pour 17 centièmes de seconde. Donc là il y a 2 options. Soit, eh bien, je dis à mes parents, merci de m'avoir fait confiance pour cette année sabbatique, je reprends mes études et j'assure un petit peu mon avenir à plus long terme. Soit c'est la deuxième option, et donc voilà, j'ai pas besoin de vous la raconter, je crois. J'ai pris la deuxième option en disant dans 4 ans, je veux tout faire pour aller aux Jeux Olympiques. Et je veux tout faire, pas pour devenir champion olympique, à ce moment-là c'est utopique. Je nage 50 secondes sur un 100 mètres. J'ai pas du tout l'ambition, à 21 ans, d'être champion olympique 4 ans plus tard. C'est un rêve qui est au fond de moi, mais je n'ose même pas l'extérioriser, je n'ose même pas en parler, c'est quelque chose de tellement grandiose que je n'arrive pas à mettre des mots dessus. Néanmoins, au fond de moi, je sais que je suis capable de me qualifier aux Jeux Olympiques. Donc je vais grandir avec en ce moment-là, avec cette envie de me qualifier aux Jeux Olympiques. Et histoire de remuer le couteau dans la plaie, j'ai mis que, après avoir raté cette qualification, eh bien, il y a toute l'équipe de France qui vient faire le stage de préparation terminale au Cercle des nageurs de Marseille où je m'entraîne. Donc moi je suis dans ma ligne d'eau, et dans la ligne d'eau juste à côté, je vois toute l'équipe de France et je me dis, putain, pour 17 centièmes de seconde, j'aurais pu être de l'autre côté. Et là, je me dis, c'est pas possible, je peux pas laisser passer ça, je veux tout faire pour connaître cette aventure olympique dans 4 ans. Et donc, cette aventure, non seulement je la connaîtrai, mais de la meilleure manière qui soit, parce que je vais rentrer avec 3 médailles, l'or, l'argent et le bronze, avec le 100 mètres, le 4 x 100 et le 50 mètres. Et donc, je pense que si je n'avais pas vécu cet échec de 17 centièmes de seconde, jamais j'aurais pu gagner devant mon adversaire pour 11 centièmes de seconde. Et je pense que c'est intimement lié, c'est ça qui m'a fait prendre conscience finalement que j'étais à 2 doigts d'atteindre mon objectif, mais qu'il a fallu encore et toujours redoubler d'efforts. Donc voilà pour la partie persévérance et ce que je voulais vous partager là-dessus. J'ai des amis qui sont militaires et j'aurais aimé et adoré devenir, moi par exemple, plus jeune pilote de chasse, mais on m'a dit qu'il fallait travailler à l'école, donc je suis vite retourné nager. Et, et en fait, un jour ils m'ont dit, nous on s'entraîne tous les jours à ce que ce soit difficile pour que le jour de la guerre, le jour de la bataille, eh bien, ce soit quelque chose de facile. C'est un peu pareil dans la natation, dans le sport de haut niveau, et dans tous les domaines très exigeants. S'entraîner tous les jours à faire quelque chose de très rigoureux, de très strict, de très carré, ça permet de se prémunir en fait de quelconque situation inattendue le jour J. Vous préparez un examen, vous préparez un entretien, un oral, un entretien d'embauche. Si vous ne vous conditionnez pas pour ça, vous avez peut-être la chance d'être performant le jour J. Mais si vous ne travaillez pas, je pense que vous avez quasiment 100% de chances de ne pas être bon et de ne pas réussir. Donc s'entraîner tous les jours, voilà, faire ce que personne ne fait, j'ai vraiment grandi avec ça depuis cet échec de 2004 avec les Jeux Olympiques d'Athènes que je rate. C'est de me dire aujourd'hui je fais ça, est-ce qu'il y a quelqu'un sur la Terre qui est capable de faire mieux? Oui, il y en a plein, même quand je fais quelque chose de très très bien, il y aura toujours quelqu'un qui sera capable de faire mieux. Et bien je vais me rapprocher de cette personne imaginaire en fait, pour essayer de me rapprocher de lui. Donc une performance, bien sûr, c'est beaucoup de travail, c'est de la persévérance, c'est de l'engagement, c'est un peu de patience dans la construction de son projet. Moi je suis convaincu qu'il y a une part de destin dans tout ça. Depuis tout petit, il y avait quelque chose de destiné en fait, dont j'étais pas conscient, qui m'est arrivé, mais que j'ai provoqué, je suis allé chercher, j'ai provoqué ce destin, j'ai provoqué ces résultats, et il y a quand même une infime partie de chance en fait, pour pouvoir s'exprimer le jour J. Ne pas tomber dans les escaliers, se faire une cheville, ne pas être malade, ne pas avoir chopé un virus, il faut avoir la chance d'être en bonne santé pour s'exprimer. Mais il faut réduire ce facteur chance au minimum, il ne faut pas tout tabler sur la chance. Et puis, un peu moins d'un an avant les Jeux Olympiques de Pékin, mon truc à moi un peu pour m'évader, pour relativiser et me dire qu'on n'est vraiment pas grand chose sur cette terre, c'est que j'adore me mettre sur ma terrasse à ce moment-là et je regarde les étoiles. Et donc en regardant les étoiles, je ne sais pas s'il y a des fans d'astronomie ou quoi dans la salle, mais vous vous rendez compte qu'on n'est vraiment pas grand chose au milieu de tout ça.
Et je ne sais pas pourquoi il me sort cette phrase. J'avais un petit peu des soucis, des tracas familiaux en fait dans mon environnement. Et égoïstement, j'étais tellement pris dans mon projet, j'étais très égoïste et je me dis, malgré ces petites choses qui peuvent arriver dans mon environnement, dans ma famille, je vais essayer de rester très concentré sur ma tâche, sur ma mission, sur mes objectifs. Et je me dis, il n'y a rien ni personne qui va m'empêcher d'essayer de devenir le meilleur. Je ne sais pas si j'allais y arriver, mais je savais que j'avais les capacités de m'engager là-dedans. Et finalement, c'est quelque chose qui m'aura accompagné jusqu'au bout, m'engager pour essayer d'être le meilleur encore et toujours. Alors je suis très bavard, je vais essayer de respecter le timing. La partie digitale. Alors bien sûr, moi, à mon époque, je vais paraître un peu vieux jeu, mais c'était un petit peu complexe en fait pour faire par exemple des analyses vidéo. C'est pour ça qu'aujourd'hui je travaille avec une société pour développer des caméras dans les piscines. Mais il faut savoir qu'il existe plusieurs technos en fait, qui se développent et qui peuvent aider à tendre vers la performance de très haut niveau. Il y a ce qu'on appelle par exemple le virtual trainer. Ce sont des bandeaux de LED lumineuses en fait, que l'on met au bord du bassin. On peut régler une cadence de nage, on peut nager au-dessus de ce fameux virtual trainer. C'est quelque chose qui dynamise un petit peu le côté comptage de carreaux en fait, et qui nous fait penser un petit peu à autre chose. Mais malgré tous ces systèmes, tous ces développements, je pense que c'est très important de savoir ce qu'on en fait, comment est-ce qu'on les utilise, et ne pas se reposer à 100% finalement sur la technologie ou ses évolutions. La technologie, ça doit être quelque chose qui doit nous aider à faire quelque chose que l'on sait faire à la base en fait. Et ça, c'est très important de l'avoir en tête. Donc la deuxième partie de ces évolutions techno, c'est la société avec laquelle je travaille, qui est une marque française qui est basée à Montpellier. Moi, je développe des caméras à mettre dans les piscines. Alors, vous vous doutez que faire cohabiter l'électricité et l'eau, c'est pas quelque chose de très évident. Donc, des systèmes mobiles, en fait, j'en ai fait des systèmes sédentaires où je fais mettre des caméras dans les piscines, derrière des hublots subaquatiques, et pour suivre en temps réel, finalement, au bord du bassin, sur un grand écran ou sur une tablette ou un smartphone, voir le mouvement de la nageuse, du nageur, pouvoir lui montrer directement pour qu'il puisse se corriger. Parce que vous avez beau évoluer des heures et des heures, voire des années dans l'eau, il y a forcément quelque chose qui est différent entre votre intention de réaliser un mouvement et ce qui se passe réellement. Et malgré le fait que l'entraîneur il dise attention à ta main, à ton coude, à ton bras, etc., je pense qu'il n'y a rien de mieux que de se voir pour se faire son auto-critique et son auto-analyse. Demain, ces caméras elles seront équipées dans plusieurs piscines en France et j'y travaille pour ça. On est sur le point d'avoir un accord de principe pour travailler avec le Centre aquatique olympique de Paris 2024. Vous savez, il va y avoir une grande piscine en face du Stade de France qui va être construite. Il y aura la phase JO, JP, mais il y aura la phase héritage, toute la vie de la piscine derrière. Et donc, elle sera équipée de ces caméras et c'est quelque chose qui va vraiment dynamiser l'apprentissage et le perfectionnement. Enfin, j'arrive sur cette dernière partie. J'en ai beaucoup parlé jusque-là. Mon entraîneur, Denis, c'est la communication. Je pense que sans communication, et ce qui est complètement paradoxal en fait sur nos personnalités respectives, c'est que moi je n'étais pas bavard du tout quand j'étais gamin, lui n'était pas du tout bavard et maintenant on peut se parler des heures et des jours entiers sans s'arrêter et se raconter un peu tout et n'importe quoi. Je pense que vous avez déjà entendu parler du fil de la communication, mais comment est-ce que ça s'applique par exemple en nageant, je suis en train de nager, je fais une erreur technique, donc entre ce qu'il voit, entre ce qu'il veut dire, entre ce qu'il dit réellement, entre ce que j'entends, entre ce que je comprends et ce que j'applique, il peut y avoir beaucoup de déperditions. Donc d'où l'importance d'avoir une communication efficace, pertinente, précise, pour faire passer un message. Il y a des personnes avec qui, en 2 minutes, le message il va passer. Parce que ce sera le bonjour, il ou elle sera réceptive, il sera capable d'entendre n'importe quoi, il sera capable de l'accepter. Il y en a d'autres, il faut parler 45 minutes avec. Et bien moi, des jours, mon entraîneur, il me parlait 45 minutes, et des fois, il me parlait 45 secondes, j'étais capable de comprendre le message. Ça dépend vraiment de la temporalité, de l'importance du message à faire passer. Et encore une fois, la chose la plus précieuse que l'on puisse donner à quelqu'un, je pense que c'est du temps. Voilà, du temps, on sait que c'est un petit peu la course dans nos vies de tous les jours. On est contraint par le temps, par les rendez-vous, les déplacements, les visios, les enjeux, les objectifs, etc. Et c'est d'être capable de bien organiser son temps pour accorder un peu de son temps à son environnement. C'est quelque chose d'hyper important pour moi. Donc voilà, le fait que j'ai dit cheminer avec des repères et une relation basée sur la confiance, c'est quelque chose qui nous donne
énormément de sérénité dans nos parcours respectifs. Et c'est sûr que cette confiance, au bout de 6 mois, vous vous doutez que c'est pas la même qu'au bout de 15 ans. C'est normal qu'au bout de 10 ans, 15 ans ou plus, on se connaît de mieux en mieux. Ça peut être un petit peu, ça peut être un petit peu touchy peut-être au bout d'un moment, parce qu'on pense tellement se connaître qu'on va peut-être mal interpréter un message. Moi, des fois dans l'eau, je le voyais, je le croisais. En un regard, j'avais compris ce qu'il pensait et ce qu'il était sur le point de me dire. Et ça en est presque dangereux parce que si je l'interprète pas bien, la sauce elle peut vite monter, on peut vite rentrer dans une situation de conflit. On a eu plein de points de désaccord. C'est un entraîneur qui m'a fait nager au plus grand de ma carrière, enfin la grande majorité, entre 60 et 70 km par semaine pour une course qui dure 47 secondes. Et donc je disais, mais pourquoi est-ce qu'on nage autant quoi? Enfin, il faut vraiment nager autant? Vous imaginez, depuis la nuit des temps, l'être humain évolue à la verticale sur des appuis solides sur terre, et dans l'eau, on évolue à l'horizontale sur des appuis fuyants. Donc ça nécessite un apprentissage permanent. Quand on pense se déplacer rapidement, eh bien, il faut toujours penser aux 3 fondamentaux de la natation. C'est l'alignement, la propulsion, la respiration. Être bien aligné, être bien se propulser, bien respirer au bon moment. S'il y a un de ces 3 items qui n'est pas bien effectué, eh bien, il dégrade les 2 autres. Et donc, cet apprentissage, il est permanent. 60-70 km par semaine, 2000-2500 km par an, 50 km de natation dans une carrière. Alors quand j'arrête à 30 ans et qu'on me dit « Oh mais t'es super jeune, t'as déjà arrêté », je peux vous dire que ça tire un petit peu les bras et les articulations, et puis surtout c'est quelque chose qui est un petit peu usant. Donc voilà, cette fin de carrière, je pense l'avoir bien préparé, anticipé, et c'est grâce à une personne comme ça qui m'a accompagné au quotidien, et je pense que ces kilomètres, même s'ils étaient difficiles, ils étaient nécessaires, je pense, pour atteindre ce niveau de performance. Enfin, pour terminer, j'ai voulu prendre en illustration un article de presse qui reprend un moment de ma carrière où je suis entre les 2 Jeux Olympiques de 2008 et de 2012. On est en 2010, on est au championnat d'Europe de Budapest. Et là, la préparation terminale se passe pas bien. J'arrive sur cette compétition, j'ai pas de bonnes sensations, je me sens lourd dans l'eau, je me sens pas performant, et je gamberge. Et en fait, mon entraîneur me voit très tracassé. Et vous savez, cette fameuse petite chambre d'appel où on arrive avant d'aller derrière le plot, et bien juste avant de partir dans cette chambre d'appel, 20-30 minutes avant la course, d'habitude il vient me voir, il me donne des conseils en me disant attention à ton départ, pense à ta cadence de nage, attention à ton virage, tourne vite, etc. Et là en fait il me voit que je gamberge depuis 3 jours, je me prends le cerveau parce que je suis pas à l'aise dans l'eau. Et en 3 mots il me dit Alain, c'est pas compliqué, tu plonges, tu nages, tu gagnes. Alors j'ai failli dire, mais tu vois pas que ça fait 3 jours que ça m'empêche de dormir, et en fait j'ai décidé de l'écouter tout simplement et de dire, mais oui, en fait t'as raison. C'était juste un message pour me dire, fais ce que tu sais faire quoi. Ça fait 15 ans que tu fais des allers-retours dans une piscine, tu vas pas inventer quelque chose à ce moment-là, fais ce que tu sais faire. Ton point fort c'est de partir vite, et bien pars vite, tu assommes la course, tu assommes tes concurrents, et puis avec l'avance que tu auras, ce sera très dur à la fin, mais ce sera dur pour tout le monde, tu pourras garder cette petite longueur d'avance. Et donc, grâce à ces 3 mots, j'ai réussi à gagner la course pour 2 centièmes de seconde. Et là, 2 centièmes, en fait, ça a été un bol d'air énorme pour me dire, ok, je suis pas fini, je suis pas has-been, je suis pas sur le déclin, je sais que je peux être encore le meilleur, et je veux tout faire pour aller aux Jeux Olympiques dans 2 ans, et c'est ce qui s'est passé. Et donc voilà, j'ai voulu reprendre un petit peu cet article qui symbolise un petit peu, en revenant sur le fait que ça a été une semaine extrêmement compliquée. Je dis que mon entraîneur Denis, c'est un peu mon psychothérapeute, hein. C'est lui, il est toujours là, il est toujours présent, et en 3 mots, il a su me relâcher alors que je gambergeais depuis 3 jours, jour et nuit. Je dis que c'est au moins 50% de ma réussite, et ça je pense que c'est même un petit peu plus. Quelques années avant, il m'a dit que j'étais capable de gagner les Jeux, et bien je lui ai dit, ben, prouve-le-moi. Quand on était à J-1 an, avec ce petit tableau là et ces fameux 3 cm, il a su montrer qu'il en était capable. Une fois que j'ai senti que c'était son projet, c'est devenu notre projet en fait. C'était pas moi qui devenais champion olympique, c'était nous qui avions l'ambition de devenir les meilleurs, et donc on a foncé sans réfléchir. Et donc voilà, encore une fois, en 3 mots, il a réussi à me convaincre que l'or européen était à ma portée, et qui m'a fait
qui m'a apporté un grand bol d'air. Donc voilà, pour synthétiser et résumer, et je pense qu'à la minute près, je vais essayer de respecter le timing, les clés de la réussite, c'est beaucoup de communication, du partage d'expériences, partage d'anecdotes, partage de sentiments, dire ce qu'on a sur le cœur, ce que l'on appréhende, ce que l'on pense savoir, connaître, ça c'est important de le partager avec des personnes bien sûr de confiance, c'est plus évident, mais partagez-le avec tout le monde. Il faut être passionné, il faut être curieux dans tout ce que l'on fait. C'est comme ça que l'on se découvre des capacités, et puis il faut persévérer pour aller au bout de ce qu'on est capable de faire. Si d'aller au bout de ce que j'étais capable de faire, ça aurait été une finale au championnat de France, eh bien j'en aurais été satisfait. Si je n'avais que ces capacités, j'ai eu d'autres capacités, il a fallu les exploiter avec du travail et de l'acharnement, mais encore une fois de la persévérance et surtout beaucoup de passion. Je vous remercie pour votre attention.